Ils ont été à l'origine d'un grand empire qui a régné sur la Sénégambie actuelle pendant plus de 2 siècles et de nos jours, la plupart d'entre eux vivent au Sénégal où ils représentent plus de 43% de la population. Majoritaires dans les provinces du Jolof, du Kayor, du Bawal, du Saloum, de la presqu'île du Cap-Vert et du Waalo, on peut quand même les retrouver dans toutes les autres provinces du Sénégal, ainsi qu'en Mauritanie et en Gambie, où ils représentent respectivement 9 et 16% de leur population. Leur esprit d'ouverture a donné naissance à la Teranga, a fait du Sénégal un État-nation sans ethnicisme ni tension ethnique, et a permis à leur langue de se propager dans l'ensemble du territoire sénégalais où plus de 90% des personnes l'utilisent quotidiennement. Une bonne partie de cette ethnie est de confession musulmane et leur culture s'impose fortement au pays de la Teranga et tend même à assimiler des individus des autres ethnies. Je parle bien évidemment des Wolofs et c'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. D'après Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ou encore Aboubakry Moussa Lam, les Wolofs comme bon nombre de peuples africains seraient originaires de la vallée du Nil. Ces derniers se basèrent sur des comparaisons ethniques, linguistiques, anthropologiques et culturelles pour justifier ces affirmations. Une première contestation à cette théorie fut la classification des anciens égyptiens dans le groupe kamito-sémitique, alors que les Wolofs sont cités parmi ceux du groupe nigéro-congolais. Mais cette classification a été faite par les mêmes personnes qui nous ont colonisés, qui nous ont nié notre histoire pendant des siècles pour mieux ancrer les processus d'aliénation culturelle et d'assimilation politique et qui, à l'époque, en pleine période d'impérialisme et de colonisation, ne pouvaient pas concevoir que l'idée d'une origine noire de l'Égypte se propage. Mais Cheikh Anta Diop et ses disciples ne furent pas les premiers à dire que les Wolofs ont des origines égyptiennes. En effet, des décennies plus tôt, un Sénégalais du nom de Yori Boli Diaw, né dans le Waalo en 1842, faisant des enquêtes pour le compte des Français auprès des griots et des vieillards, surtout dans le Cayor, affirmant que la plupart des peuples du Soudan occidental provenaient d'Égypte et a décrit 6 migrations de l'Égypte à la vallée du fleuve Sénégal. L'une de ces migrations fut celle des Wolofs. Parmi ces migrations, nous pouvons citer celle des Djaogo, qui fondèrent le royaume du Tekrour, qui devient à partir du 8e siècle vassal de l'empire du Ghana. Au XIe siècle, l'empire du Ghana fut attaqué par les Almoravides menés par Aboubakr ibn Omar, qui, avec l'aide de Warjabi, communément appelé Ware Djabi Ndiaye chez les Wolofs, provoquèrent la chute de l'empire du Ghana. Cet événement causa le déplacement de plusieurs peuples, dont les Wolofs qui décidèrent de s'installer dans un territoire qu'ils baptisèrent Laf. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont être appelés Walaf, qui signifie ceux qui viennent de Laf ou ceux qui vivent à Laf, d'où l'étymologie du mot Wolof, indiquant de nos jours l'ethnie et la langue. Selon la tradition orale Wolof, Jolof Meng, supposé d'origine mandingue, serait le fondateur du premier village Wolof. La question qu'on se pose est que, comment une personne d'origine mandingue a pu créer le premier village Wolof? Il y a évidemment 2 réponses possibles. Soit l'ethnie Wolof est née d'un brassage de plusieurs autres ethnies, soit le fait qu'il y ait des personnes d'origine mandingue, peul, etc. réside d'une assimilation ethnique de la part des Wolofs. La première est plus crédible quand on tient compte de la procédure d'intronisation des rois dans le Waalo. En effet, du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, c'est les Mbodj qui régnaient dans le Waalo. Le roi portait le titre de Brak, et à la mort d'un Brak, le suivant devait se nommer Mbodj et devait être choisi au sein des 3 chambres maternelles, c'est-à-dire des 3 familles. Ces 3 familles étaient les Logar d'origine Maure, les Djossi d'origine Serer et les Tedjek d'origine Manding et Pulaar. La deuxième possibilité, celle de l'assimilation, qui est d'ailleurs la plus crédible, respecte la théorie de Diop, c'est-à-dire la théorie qui stipule que les Wolofs proviendraient d'Égypte, et est conforme avec l'organisation sociale des Wolofs. En réalité, dans le Tekrour et ses alentours, avant la chute de l'Empire du Ghana, les Wolofs y vivaient avec les Maures, les Serer, les Soninké, les Alpulaar, les Peul, etc. Cette cohabitation a engendré des échanges avec ces peuples et c'est de cette façon que les Wolofs avaient assimilé certains individus des autres ethnies. Raison pour laquelle on voit par exemple des patronymes comme Silla, Cissé ou Touré qui sont en réalité d'origine soninké mais très fréquents chez les Wolofs.
La théorie de l'assimilation est surtout justifiée par l'organisation sociale des Wolofs. Mais avant d'entrer sur ce sujet, nous allons parler d'un homme retenu comme étant l'ancêtre mythique des Wolofs et de l'empire qu'il va créer, déclenchant ainsi le processus de wolofisation. Ndiaye Ndiaye est né à la fin du XIIIe siècle dans un village non loin du Tekrour et selon la tradition orale wolof, serait le fils de Fatimata Sall, fille du Lamtoro Ibrahim Sall du Tekrour et d'un chef de guerre almoravide qui de par son père est un descendant du fameux Wardiabi. Après la mort de son père, tué par un archer soninké non loin de Bakel, sa mère se maria avec un Maure du nom de Barik Bo. C'est de cette union que va naître Barka Bo, dont son nom wolofisé devient Barka Mbodj. Mais la nouvelle situation familiale ne plut pas à Ndiaye. De ce fait, il décida de s'exiler dans le Waalo où son intelligence le permit de gagner la confiance des lamans et des chefs de village et d'être nommé régent du Waalo. Donc en réalité, Ndiaye ne fut ni un Wolof ni l'ancêtre des Wolofs, mais il intégra la culture Wolof depuis l'adolescence et avec l'aide du mat hassinique Maïssa Wali Dione, fonda l'empire du Jolof. Contrairement à l'opinion le plus diffusée, le Jolof n'est pas né d'une conquête mais plutôt d'une fédération. Face à la domination malinké, le roi du Sine Maïssa Wali, au courant des exploits de Ndiaye Ndiaye, organise une rencontre avec ce dernier pour une éventuelle coalition contre l'empire mandé. Ainsi, Ndiaye fonda l'empire du Jolof en réunissant tous les rois, lamans et chefs de village à l'ouest du Tekrour, au nord de l'actuel fleuve Gambie et au sud de l'actuel fleuve Sénégal, devenant de ce fait le premier Bourba Jolof. Au fur et à mesure que les années passent, le Jolof va s'agrandir. Au XVe siècle, le Tekrour, dirigé par le tribu berbère des Lemtouna, va tomber aux armes du Bourba Jolof Tchoukouli Ndiklam Saré Ndiaye, qui, à partir de 1420, gouverna le Tekrour grâce à ses gouverneurs tributaires comme les Farba et les Lamtoro. Parmi ces Farba, nous pouvons citer les Farba Walalde, de patronyme Dieng, les Farba de Ndioum et les Farba Ndiawal qui sont des Diop. Tchoukouli Ndiklam va continuer sa conquête notamment au sud du Tekrour, dans le Namandirou, où régnait la dynastie des Belep, brassage de Berbères et d'Alpulaar, de patronyme Ndaw. Il va aussi soumettre les nobles Peuls du Tinor, de patronyme Top, Djoum et Tchomban. À la mort de Tchoukouli Ndiklam, son fils, le Bourba Jolof Leyti Tchoukouli Ndiklam, élargit davantage l'empire. Il prend possession des royaumes de Wuli, de Niani et du royaume orifère de Ngalam Gadiaga. C'est sous le règne de Boucar Biye Sangoulé que l'empire connut son apogée territorial en soumettant l'autre royaume orifère, le Bambouk. Ainsi, les Wolofs se retrouvaient à la tête d'un empire puissant et imposaient la langue Wolof dans les quatre coins de l'empire. Et c'est la raison pour laquelle, de nos jours, le Wolof est parlé dans les quatre coins du territoire sénégalais. En 1549, Amari Ngoné Sobel Fall, fils du gouverneur du Kayor qui répondait au nom de Déthié Ndiogou Fall, détrône ce dernier qu'il juge vraiment très faible et déclare la guerre à Lele Fouly Fakk Ndiaye. Il bat Lele Fouly Fakk à Danki et le Kayor devient indépendant. L'empereur mourut à Danki et des querelles de succession déstabilisent l'empire. Sur ce, beaucoup de provinces vont prendre leur indépendance, notamment le Waalo, le Sine, le Saloum, le Wuli, le Niani, le Ngalam Gadiaga, le Bundu et le royaume orifère de Bambouk conquis des décennies plus tôt. Le Tekrour et le Bawal vont aussi se libérer de l'emprise Jolof. La structure sociale traditionnelle des Wolofs ressemble à celle des ethnies toucouleurs, mandingues et sérères. C'est une société de caste. Dans cette société traditionnelle, les guerres, c'est-à-dire les non-castés, occupent le sommet de la hiérarchie. C'est dans ces guerres que l'on retrouve l'aristocratie, autrement dit les garmis. Parmi cette aristocratie, on peut citer le bourg, c'est-à-dire le roi, les grands notables de la cour, les kangam qui étaient les chefs de province et la linguère qui était la reine. Après les garmis vient une autre catégorie de guerre, les djambour. Ces derniers sont des non-castés, ne faisant pas partie de l'aristocratie, mais étant généralement aisés et jouissant de nombreux privilèges.
Les Jambour étaient généralement constitués de familles de riches marabouts, commerçants ou propriétaires terriens. Viennent ensuite les Badola, la dernière catégorie de guerre, qui n'est rien d'autre que le trait d'union entre les guerres et les artisans. Les Badola sont des hommes libres, la plupart de simples paysans, vivant de l'agriculture ou de modestes marabouts tout couleur ou soninké ou wolofisés. Ils constituaient la masse paysanne, le gros du peuple, et se définissaient par ceux qui ne possèdent personne et que personne ne possède. Raison pour laquelle si de nos jours tu ne possèdes rien, on te traite de Badola. Certaines Badola cultivent les champs pour le compte des aristocrates Garmi et de riches Jambour. Les Badola subissaient durement l'autorité des Garmi. Après l'ensemble des guerres viennent ensuite les Nyegno, qui ont le sens de la beauté de la société de par la nature de leur métier. Mais à cause de leur position hiérarchique inférieure, ils sont traditionnellement méprisés par les guerres et marginalisés. Ils vivaient à la périphérie des villages et pratiquaient l'endogamie stricte. Ces artisans sont divisés comme suit. Les Teggu ou Balamainsa, qui sont les forgerons, et les bijoutiers, souvent liés à des familles guerres car ils leur fournissaient les bijoux et les armes pour la guerre. Ensuite, on a les Laobé, artisans du bois d'origine Peul, les Woudé, les artisans du cuir, les Rab ou Mabo d'origine tout couleur, caste de tisserands. Enfin, on a les griots, divisés en deux parties. Il y a les griots de la cour et ceux du reste de la population, ceux qui maîtrisent l'art de la parole et ceux qui en plus maîtrisent les différents instruments de musique, comme le khalam et le tama. D'après la tradition orale Wolof rapportée par Yoro Boli Diaw, membre de la royauté du Waalo, les Nyegno sont en majorité d'origine Peul et tout couleur. Ce serait pour beaucoup à l'origine des artisans du Tekrour où ce type de caste était déjà en place. Les Nyegno, par souci de conserver leur origine et pour des raisons jugées mystiques liées à leur métier, pratiquèrent l'endogamie. Les familles Wolof artisans se sont ajoutées à eux. Des familles d'ethnie Mandeng, Soninké et Serer sont par la suite venues s'ajouter à cette caste. Il y a donc une grande variété de patronymes. Le mot Nyegno serait même d'origine Pulaar. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Nyegno partagent beaucoup de patronymes avec les Alpulaar. Au bas de la hiérarchie se trouvaient les Jam, les esclaves, mais dans une société modérément esclavagiste par rapport à celle des Maures du Trarza ou des Alpulaar du Fouta Toro. Les Lébou constituent une communauté au Sénégal. Traditionnellement pêcheurs mais aussi agriculteurs, ils sont concentrés dans la presqu'île du Cap-Vert et ils parlent un Wolof légèrement différent. Leur origine est très liée à celle des Wolofs. D'ailleurs, de nos jours, ils sont considérés comme une branche de l'ethnie Wolof. Mais les récits Lébou sur l'origine des Wolofs est légèrement différent de celui de la tradition orale Wolof. Tout d'abord, non seulement la tradition orale Lébou retient que les ancêtres des Wolofs étaient les Lébou, mais elle donne plus de détails concernant l'origine des Wolofs. Pour mieux expliquer les faits, retournons en arrière jusqu'au Ghana pré-almoravide. À cette époque, c'est les Lébou qui avaient donné le nom de Walaf à une autre population, toujours Lébou, qui vivait sur une bande de terre étroite entourée par le fleuve. Lorsque les Walaf ont trouvé étroit le lieu qu'ils habitaient, ils l'ont quitté pour s'installer au bord de la mer tout en suivant la longueur du fleuve pour faire extension de leur habitation. C'est ainsi que les Lébou les ont appelés Walaw, qui signifie ce qui s'étendent, d'où l'origine du mot Walo, le premier royaume créé par les Wolofs. Dans leur extension, beaucoup d'autres ethnies les ont rejoints et ont été englobées dans l'ensemble Walaf. Donc, selon toujours la tradition orale Lébou, les Wolofs sont des Lébou très métissés qui parlent une langue Lébou légèrement modifiée. À l'époque de l'empire du Jolof, les Lébou, devenus minoritaires à cause de leur endogamie, de la forte natalité et d'une forte assimilation ethnique de la part des Walaf, se sentirent marginalisés et décidèrent de s'exiler à l'ouest de l'empire. À leur arrivée, ils chassèrent les Mandingues de la presqu'île, s'unirent avec les Sérères et créèrent le premier village de Lébou qu'ils appelèrent Dëkk Raw, qui signifie que soit sauvé ceux qui l'habitent. Ce nom, modifié par les Sérères, deviendra Ndakaaru, l'actuel Dakar, terme qui n'est rien d'autre qu'une ultérieure modification, mais cette fois-ci opérée par les Français qui, semble-t-il, ne pouvaient pas prononcer le mot Ndakaaru.